À la fin de la journée, vous allez devoir deviner quel était le fil rouge. Là encore, c'est très subtil. Du coup, cette session s'appelle Fil rouge de Point Finance. Ça va vous aider, c'est un indice. Ça fait partie des éléments qu'on a laissés comme ça pour faciliter votre devinette. Je vous propose d'accueillir maintenant, dans le cadre de Fil rouge de Point Finance, Olivier. Olivier, on voit tout de suite, c'est quelqu'un d'important, mais quand vous saurez que c'est le plus grand spécialiste des fintech en France, Olivier, et en Alsace aussi. C'est la France. Ok. Ok. Alors, qui connaît Boursorama? Bon, bah... c'est lui qui était à l'origine du truc. Alors, qui se souvient de The Bank? C'est Olivier. Bon, le premier Olivier, celui qui va prendre la parole et qui va se charger de vous faire partager l'expérience de tous ces entrepreneurs qui sont venus sur scène. Olivier, je te laisse le panel, tiens-le d'une main de fer. Merci Jean-Christophe. Donc aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est relativement récente, qui s'appelle FinTech. C'est une expression qui a, je pense, 5 ans, hein, pas beaucoup plus que ça. Ça vient des États-Unis, ça veut dire Financial Technology. C'est un non-sens journalistique, évidemment, parce que le monde bancaire et le monde des services financiers au sens large est un monde qui est traversé par la technologie depuis toujours. Les banques et les compagnies d'assurance ont été parmi les tout premiers clients des tout premiers fabricants d'ordinateurs. Donc la notion de le mariage de la technologie et de la finance, c'est quelque chose de très ancien, ça remonte au tout début des années 50. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va parler de FinTech et de PME. Donc vous avez sans doute déjà utilisé les services d'une banque en ligne ou d'un broker en ligne à titre personnel. Mais la notion de start-up dans les services financiers pour les PME est assez récente. En gros, en France, on a les premières créations, il y a, on en discutait tout à l'heure, 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans, alors que les premières start-up de services financiers pour les particuliers remontent effectivement pour Fimatex, que j'avais créé au début des années 90. Donc on a l'émergence de nouveaux acteurs de services financiers hors du monde bancaire traditionnel il y a 25 ans maintenant pour les particuliers, mais 5 ans pour les TPE et PME. Et devant un parterre d'entrepreneurs comme aujourd'hui, Jean-Christophe m'avait demandé si on pouvait présenter un petit peu ce que ces nouvelles entreprises pouvaient faire. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais il n'y a plus en France aujourd'hui que 6 groupes bancaires français, plus un groupe bancaire anglais ou anglo-hongkongais, qui est Hong Kong and Shanghai Bank, HSBC, tellement les banques ont fusionné. Et cette fusion de banques, notamment depuis 15 ou 20 ans, se traduit par un étouffement complet de l'innovation. Pas par méchanceté naturelle des banques, mais parce que la totalité de leur budget d'investissement informatique est centrée sur, 1, courir après le progrès, et 2, fusionner les systèmes antérieurs. Et ça leur consomme un budget qui se compte en milliards ou dizaines de milliards d'euros par année en budget informatique, et elles n'ont absolument pas le temps, en plus, de chercher de l'innovation. Ce sont donc des start-up, et c'est un phénomène nouveau, qui, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, invente avec des nouvelles formes de technologie, des nouveaux services pour les clients. Donc on va démarrer pour voir comment et pourquoi on entreprend aujourd'hui dans les services financiers, et notamment pour les PME.
Excusez-moi. Donc, j'avais Olivier Goua, ici présent, qui est le fondateur et le patron de Lendix. Il va nous expliquer son métier. Cédric Tessier. Alors, Olivier, tu n'étais pas banquier. Non, contrairement à ce que la photo laisse penser, non. Voilà. Tu étais quelqu'un de normal et honnête avant de faire ce métier. J'étais dans l'univers. Je ne sais pas si c'est tout à fait normal. J'étais dans l'univers du capital investissement, du private equity. Je laisserai qualifier la salle. Mais... Ah oui, donc tu touchais déjà à l'argent. Je touchais déjà à l'argent et je touchais déjà au PME. Bon, Cédric, tu n'étais pas banquier, mais tu faisais une profession honteuse quand même. Exactement. Moi, je prenais l'argent des PME vu que j'étais avocat. D'accord. Voilà. Bon. Alors, Alexandre, toi, tu n'étais pas banquier? Non plus. J'avais monté une première société dans le domaine des objets connectés. J'étais plus start-upper que banquier. J'étais Voilà. plus tech que fin. Et Yvan, toi, tu as toujours été banquier. D'ailleurs, tu es le seul à avoir gardé ta veste. Exactement, en fait, je le suis devenu. Non, je suis serial entrepreneur depuis quelques années maintenant. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un point important, c'est que les banquiers ne sont pas des gens fondamentalement méchants, mais leurs problèmes internes sont tellement considérables qu'ils n'arrivent plus à penser que vous êtes leur raison d'être. C'est idiot, mais les problèmes internes des banques sont colossaux. Des problèmes techniques, des problèmes sociaux, des problèmes humains, des problèmes immobiliers, des problèmes d'infrastructure. L'un de mes contacts m'expliquait cette semaine, il avait une expression que j'aimais beaucoup. Il disait, le problème des banques, c'est qu'elles ont des dettes. Elles ont des dettes technologiques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le COBOL ou le Fortran. Je ne sais pas si vous imaginez la situation d'un directeur technique qui, dans sa salle technique, a un ordinateur sur lequel il y a écrit, sur une encre toute pâlie, « Ne jamais éteindre cet ordinateur sous aucun prétexte ». Mais personne ne sait à quoi il sert. C'est un témoignage véridique. Je vous jure qu'un CTO d'établissement financier m'a raconté ça. Voilà. C'est au sein d'un énorme centre technique, il y a un serveur qui est tellement vieux, c'est peut-être un Bull DPS 6. C'est peut-être un AS400 de 1985. On ne sait plus à quoi il sert. Et donc, cette dette technologique, c'est absolument un drame parce que la culture des patrons de banque n'est pas du tout une culture informatique. Je crois que le seul informaticien qui soit patron de banque en France, c'était le patron du Crédit Mutuel Est, Lucas, c'est ça. Sinon, c'est quasiment tous des gens qui viennent principalement de la haute fonction publique. Donc, ils n'ont pas une culture de la technologie. Les banques ont aussi des dettes sociales, évidemment, parce qu'elles ont un staff absolument colossal qui a été recruté à la fin des années 60, donc qui commence à partir en retraite, mais avec beaucoup de gens qui ont des profils très inadaptés au monde moderne. Une dette immobilière avec des milliers et des milliers d'agences qui ne servent plus à rien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une époque, il y a une trentaine d'années, quand on allait à la banque, on faisait la queue. Vous vous rappelez? On faisait la queue à la banque. Et aux États-Unis, moi je me rappelle, c'est l'un des premiers trucs qui m'a fasciné quand je suis allé en Californie la première fois, c'est qu'il y avait un système organisé de queue dans les banques californiennes. C'était déjà mieux qu'en France. Il y avait des rubans pour... bon, maintenant il y en a partout, mais il y avait des rubans pour faire la queue sans faire d'émeute, alors que dans les banques françaises, ça poussait... voilà. Bon, on ne fait plus la queue dans les banques, il n'y a plus personne. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est le patron d'une banque qui a 2000, 3000, 5000, 10 000 agences? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces agences, de tous ces guichetiers qui n'ont pas démérité? Ils servent juste plus à rien, plus personne ne veut les voir. Voilà. Ils n'ont plus le droit de rien faire. Avant, ils pouvaient signer des crédits. Voilà. Bon. Je vous laisse mettre de... Voilà. Donc Olivier, si tu peux nous expliquer pourquoi d'un seul coup tu as eu envie de devenir banquier et en quoi tu es devenu banquier d'une manière différente de ce qu'il y avait avant et surtout, qu'est-ce que ça apporte aux gens dans la salle? Très bien, je vais essayer de faire ça en 3 minutes. Donc. Juste merci. Un petit sondage rapide. Déjà, qui a entendu parler des plateformes de prêt aux PME? Voilà, moi ça va. Déjà, ça va me permet de sauter le premier slide. Voilà, c'est mon métier. C'est notre métier chez Lendix. On a une plateforme de prêt aux PME. On existe depuis octobre 2014, depuis que la loi a ouvert en fait une brèche dans le monopole bancaire, parce que non content d'être simplement 6 banques
à se poser des problèmes de legacy. On a tout simplement pour le droit de faire le métier avant. Vous le savez tous, hein, dans la salle, vous êtes entrepreneur. Chacun de vos amis peut devenir actionnaire de votre entreprise pour vous aider à On parlait tout grandir. à l'heure du ministère des auto-écoles. On peut dire que le ministère des Finances, c'est le ministère des banques. Et c'est pas tout à fait faux, même si ça change très vite, tout ça aussi. Mais en tout cas, le fait est que vous pouvez sans problème devenir actionnaire de n'importe quel de vos amis. En revanche, prêter de l'argent à un de vos amis, c'est du pénal, c'est 375 000 € d'amende et une peine de prison. C'est toujours le cas d'ailleurs, hein, si vous ne passez pas par une plateforme. Vous ne pouvez pas prêter de l'argent en direct à une entreprise. Truc assez surprenant, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que j'avais mis cette phrase « Oui, un emprunteur est un client », et pourtant, et ça rebondit tout à fait sur ce que tu expliquais, c'est vrai que nous, souvent, les gens, naturellement, nous posent la question « Sont qui vos clients ?» C'est une question assez naturelle. Et naturellement, ils pensent à ceux qui prêtent de l'argent sur les plateformes, sont notre client. Mais en fait, notre client, ce n'est pas celui qui prête de l'argent sur la plateforme. Oui, c'est sûr, c'est un de nos clients, mais c'est surtout celui qui emprunte. Et ça, la banque a le plus grand mal à avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'en emprunteur, la banque considère toujours, au fond d'elle, qu'elle rend un service quand elle prête de l'argent à quelqu'un. Et ça change beaucoup de choses dans la manière d'interagir avec ce qu'elle ne voit même pas forcément comme un client. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que quand vous allez faire un prêt à la banque, d'abord, on vous regarde, faites la démarche d'aller demander un prêt, d'abord, on va regarder de manière suspicieuse. Alors qu'on ne regarde jamais un client de manière suspicieuse, normalement. On l'accueille les bras ouverts. Donc, la manière dont on va vous poser des questions, c'est plutôt des questions, on va jouer l'avocat du diable. On pose rarement des questions bienveillantes. Alors, c'est quand même surprenant. Vous rentrez pour acheter une voiture chez un concessionnaire, il ne va pas commencer par vous poser des questions malveillantes. Il essaie plutôt d'être sympa. La deuxième chose, c'est que c'est un process qui est resté vraiment à l'air. Effectivement, il faut venir physiquement expliquer son cas. On ne fait pas de demande sur n'importe laquelle des 6 grandes banques françaises. On ne fait pas de demande online. Au mieux, une demande de rendez-vous, au mieux, on envoie un email. Mais à un moment, il va falloir s'expliquer physiquement ou au téléphone. On ne peut pas avoir un process qui est complètement déconnecté des horaires d'ouverture et de travail de son chargé de compte. Et malheureusement, entre-temps, les horaires de travail, en plus, elles se sont réduites. Deuxième chose qui est assez surprenante, c'est que quand vous faites un prêt, comme on considère qu'on vous a rendu service, il faut que vous rendiez un service en contrepartie. Service en contrepartie, ça s'appelle une vente liée. C'est normalement interdit en France, hein. Mais bon, le fait est que c'est pratiqué tous les jours dans les banques. La vente liée, c'est d'ouvrir un compte et d'y domicilier ses flux. Je ne sais pas si vous êtes tous entrepreneurs ici. Est-ce que vous avez déjà vu une banque qui accepte de vous faire un prêt en vous disant non, mais votre compte, vous le laissez où vous voulez, hein, puis vos paiements, vous les faites passer ailleurs. Non, c'est pas ça, parce que c'est exactement, vous rentrez dans un magasin, on considère qu'on vous a offert la veste, alors qu'en fait c'est faux, hein, vous la payez quand même. C'est quand même vous qui vous levez le matin pour aller payer les intérêts et rembourser le capital, et on vous impose d'acheter un pantalon. Et ce pantalon, en plus, on vous impose de l'acheter, il ne vous va pas. On vous impose de l'acheter, on vous impose de l'acheter très cher. Hein. Ce sera voilà, il y en a d'autres qui arrivent là, pour vendre des pantalons de bonne qualité et à la bonne taille. Alexandre l'expliquera. Voilà. Mais c'est tout ça, je ne veux pas faire trop long, mais c'est ça l'état d'esprit qui prévalait avant qu'on crée l'Endix. Donc nous, on a décidé de changer ça. Et changer ça, ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire changer ça grâce à la technologie. Et on a une chance, effectivement, c'est de partir sans aucune legacy, ce fameux héritage, ce fameux poids de l'histoire. On n'a pas de COBOL, on n'a pas de Fortran, on peut éteindre nos serveurs, on peut les rebooter librement. Et on peut changer totalement la manière d'interagir avec les clients. On peut repenser totalement le process de prêt, ce qui fait déjà qu'on peut gagner un temps qui est phénoménal. Là, aujourd'hui, où vous vous confrontez à des choses ubuesques dans le système bancaire traditionnel, vous pouvez faire un prêt sur l'Endix en 48 heures. Quand je dis un prêt, c'est-à-dire vraiment de premier contact jusqu'au moment où vous avez signé vos contrats de prêt de manière électronique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer en agence. Votre chargé de compte n'a pas besoin, si vous êtes un client VIP, de venir chez vous pour faire signer le contrat de prêt. Le contrat est édité automatiquement. Donc là, on peut gagner du temps grâce à la techno. Donc là, la techno, c'est déjà un premier pas gigantesque. Mais après, il n'y a pas que la techno, il y a aussi la manière de se positionner. Et aujourd'hui, la manière de se positionner chez l'Endix, je ne pourrais pas rentrer trop dans les thèmes, mais ce petit graphe l'explique, c'est que pour autant, on n'a pas décidé d'aller tuer les banques. On n'a pas décidé d'aller tuer les banques parce qu'on est conscient qu'on n'en est pas capable. Aujourd'hui, les banques ont une grande chance, c'est qu'elles ont de l'argent pas cher à profusion. Donc si vous êtes aussi entrepreneur, vous le savez, si vous faites un prêt dans votre banque, aujourd'hui, vous pouvez avoir, si vous êtes éligible au prêt, des conditions extraordinaires. Ce que j'appelle extraordinaire, c'est aujourd'hui une PME de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires peut emprunter à moins de 1%. C'est complètement fou. Je pense personnellement que ça ne rémunère pas le risque. Les banques le savent aussi, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce qu'elles vont se refaire sur la tenue de compte et plein d'autres choses à côté. Pour l'instant. Donc, le point, c'est que nous, la manière dont on va se positionner, c'est de dire ça ne nous intéresse pas de prêter dans les cas où tout est blanc. Tout est blanc, ça veut dire une entreprise qui coche toutes les cases. Toutes les cases, ça veut dire c'est l'entreprise qui a les chiffres parfaits, le besoin parfait, c'est-à-dire qu'on peut lui prêter de l'argent sur un bien, un actif sur lequel on va pouvoir prendre un investissement, une caution, une garantie. Nous, ça ne nous intéresse pas de faire ça. Nous, on va faire du gris. Le gris, c'est quoi? C'est des entreprises qui ont une capacité de remboursement indéniablement, qui ont un chiffre d'affaires minimum. On ne prête pas à des startups, hein, désolé pour ceux qui sont dans la salle et qui viendront me tester à la fin du panel.
Des entreprises qui ont une capacité de remboursement, mais qui, à un moment donné, ont un besoin, outre la vitesse que j'ai expliqué tout à l'heure, qui ne colle pas précisément aux envies bancaires. Prenons un exemple, et je ne ferai pas tellement plus long, parce que je pense que je vais être hors de mon temps de parole. Mais aujourd'hui, vous êtes une PME française, vous voulez acheter une machine-outil pour mettre dans une usine française, là, vous avez pléthore de solutions de financement pas chères, côté leasing d'ailleurs, comme côté bancaire. Vous êtes une entreprise française, vous voulez acheter une machine, mais pour la mettre dans votre usine aux États-Unis ou en Suède, ça devient beaucoup plus compliqué parce que celui qui va vous prêter l'argent va leur prendre une caution, un nantissement sur la machine. Et s'il prend un nantissement sur la machine, il sait très bien qu'un nantissement sur une machine qui est aux États-Unis ou en Suède, ça vaut rien parce qu'il n'arrivera pas à la faire rapatrier. Donc nous, précisément, ce qu'on veut faire, c'est être là. C'est être capable de prêter l'argent, certes, plus cher que les banques, mais au vrai prix. Et deuxièmement, en assumant le risque, c'est-à-dire en ne demandant pas la contrepartie des cautions, des nantissements, des garanties personnelles, etc. Voilà. Donc c'est vraiment ce que l'on fait chez Lendix. Et cette zone grise, c'est une zone qui est de taille très importante. À le marché du financement aux PME, chaque année, dans un pays comme la France seulement, c'est 80 milliards d'euros par an de crédit émis. On estime que cette zone grise, à terme, quand on aura réussi à faire que tous les entrepreneurs comme vous soient conscients de ce qu'on propose comme solution, c'est 10-15% de ce marché. Et aujourd'hui, ça nous a déjà permis, je terminerai juste par ces quelques chiffres, déjà de prêter une grosse centaine de millions d'euros à des entreprises de toute taille, TPE, on commence à 3 salariés, jusqu'à des ETI, voire des sociétés cotées en bourse, ça a été notre grande surprise. Donc des entreprises qui vont littéralement de 3 à 1800 salariés. On a fait des prêts aussi bien court terme à 3 mois comme des prêts à 7 ans. On a prêté aussi bien des petites sommes comme 30 000 euros à une boucherie, comme des sommes plus importantes en montant jusqu'à 3 millions d'euros à une société cotée. Donc voilà, il y a vraiment, et un prêt moyen qui est aux alentours de 400 000. Voilà, c'est cette diversité-là qu'on adresse chez Lendix. Donc la seule chose que je peux vous dire dans les 5 dernières secondes, c'est de dire si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, ayez la curiosité de savoir ce que proposent les plateformes de ProPME, et si possible Lendix, pourquoi pas, c'est la minute commerciale, et ayez la curiosité de regarder en dehors du système bancaire et de financement traditionnel. Quand tu dis plus cher et au vrai prix, tu peux donner une idée des fourchettes d'intérêt que vous pratiquez? Alors déjà, nous on pratique l'élasticité prix, ce qui ne se pratique pas dans le monde bancaire. Dans une banque, aujourd'hui, quand vous empruntez de l'argent, c'est soit un super deal, soit pas. Essayez d'ailleurs avec votre banquier. Si vous dites, voilà, je vous prête 100 000 euros à 1,5%, essayez de dire, non, mais c'est pas 100 000 mon besoin, c'est 200. Mais vous pouvez m'augmenter le taux. Ah ben non. Non, il n'y a pas d'élasticité prix. Aujourd'hui, entre un très bon emprunteur et un emprunteur moins bien, il n'y a pas de grosse différence. Nous, les taux, ils vont de 3 à 9%. Et le taux moyen, il ne veut rien dire le taux moyen parce que ça dépend de la distribution des entreprises qu'on a. Je peux vous le donner, il est à 5. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend de la distribution de nos clients. Mais aujourd'hui, ça va de 3 à 9 en fonction de la durée et du risque de l'entreprise. Et on veut pratiquer cette élasticité prix qui ne se pratique pas aujourd'hui du tout dans l'univers du financement. Ça veut dire qu'une entreprise qui te demande 100 000 euros, tu es capable de lui dire 100 000, je ne peux pas par rapport à ton profil, mais je peux vous prêter 75 000. Alors déjà, on s'est modulé, effectivement. Next. C'est fini, hein, c'est fini. J'ai respecté mon temps de parole, peut-être même pas d'ailleurs. Encore un coup, mais voilà. Ça se passe comment pour changer la presse? Je crois qu'il faut changer juste la presse parce que moi je l'ai envoyé ce matin à 10h30 et donc je ne suis pas sur le support. Mais je vais commencer de toute façon, enfin merci Olivier aussi pour l'introduction. Les deux Olivier d'ailleurs, parce que toi c'était une introduction aussi un peu généraliste et qui fait du bien pour recentrer le débat. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Cédric Tessier, donc je suis président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Finexcap. C'est pas une banque, je suis pas une banque de toute façon, hein. Je suis un établissement de financement spécialisé si on peut dire. Finexcap c'est une boîte, donc avant d'être entrepreneur, j'ai été effectivement avocat, mais j'ai été aussi entrepreneur dans une autre entreprise. J'ai créé une boîte en 2010 qui était dans l'évolution naturelle de mon marché, qui était précédemment donc aussi dans le private equity, et j'ai souffert de la trésorerie. Moi, c'est la trésorerie en fait qui a été un vrai problème dans cette première entreprise, et j'en ai eu marre de ne pas trouver de solution de financement de trésorerie. C'est une entreprise qui était en pleine croissance et qui n'arrivait pas juste à joindre les deux bouts. Et Finexcap, c'est un peu aussi ce cheval de bataille. Nous, on est parti du principe que c'était absolument indécent qu'en France, toutes les 33 minutes, une boîte meurt à cause de sa trésorerie. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire là, pendant votre journée, ici, lors de ce séminaire, avec ce fil rouge que vous allez découvrir, et il y a potentiellement donc, au moins une douzaine de boîtes qui vont mourir pour cette problématique-là. Et un quart de ces défaillances est lié à des problèmes de paiement de factures B2B. C'est-à-dire le fait que vous envoyez une facture à votre client, elle est payable à 30 jours fin de mois ou à 60 jours fin de mois. Eh ben non,
elle va être payée à 90 jours, elle est payée à 120 jours, ainsi de suite. Voilà la joie des délais de paiement et du recouvrement de ces factures. Donc c'est quand même énorme, un quart de ces défaillances. Il faut s'imaginer quand même que ces délais de paiement entre entreprises, c'est la première source de crédit en France. C'est-à-dire qu'à l'instant T, vous avez 635 milliards d'euros en attente de paiement entre entreprises, sur des factures en fait, qui doivent être payées. Et tout ça, les banques, elles l'ont bien vu. Elles ont bien vu qu'il y avait cette problématique. Et donc, c'est là qu'est né ce merveilleux mot plein de naphtaline qu'est la facturage. La facturage, c'est quoi? La facturage, vous avez malheureusement ce problème-là, c'est-à-dire que vous envoyez une facture à vos clients ne payent pas à temps, vous allez voir votre banque qui va dire c'est bon, j'ai une solution pour toi, je vais racheter tes factures. Alors, tu vas adorer en plus le processus. Et puis, comme ça, tu auras ta trésorerie. Et ça, c'est les 268 milliards d'euros l'an dernier de factures qui ont été achetées par les banques au titre de la facturage. Donc, la facturage, pourtant, c'est vraiment un cimetière. La facturage, c'est, je pense, l'éponyme de l'oligopole et du cartel. C'est-à-dire que vous avez ces 13... Vous avez ces 13 acteurs. Moi, je le sais, ça fait 5 ans que je suis là-dedans, donc je le vois. Vous avez ces 13 acteurs qui se partagent ce marché, donc, qui est extrêmement lucratif. Il faut s'imaginer que le coût de la facturage pour une entreprise, moi, quand je parle d'une entreprise, je parle vraiment d'une TPE-PME, c'est mon prisme. C'est entre 1 et 3% de son chiffre d'affaires en général. Et pour le coup, vu ces contraintes, seulement 44 000 entreprises ont recours à la facturage en France. Pourquoi? Parce que c'est lourd à mettre en place, c'est coûteux. Ça prend du temps, c'est 4 à 6 semaines de mise en place, un contrat d'affacturage typiquement. L'entrepreneur, je ne sais pas si vous avez ici recours à l'affacturage, mais typiquement caution de son opération. Ouais, je pense, ils sont passés par les joies de l'affacturage. Et souvent caution des opérations, c'est très complexe. Et ça explique qu'il n'y ait que 3% à nouveau des entreprises en France qui utilisent l'affacturage. Mais tout ça, à nouveau, c'est un cercle parfaitement cohérent quand on voit la lourdeur de ce que ça représente. Et donc FinexCap est parti un peu de ce principe de se dire stop les contraintes, stop la facturage traditionnelle. Ce qu'il faut, c'est permettre à l'entrepreneur de pouvoir accéder à un financement de ses factures sans engagement de durée ni de volume. Je veux céder une seule facture, je peux céder une seule facture. Je veux céder mon chiffre d'affaires, je cède mon chiffre d'affaires. Sans prendre rendez-vous, il n'y a pas de papier, tout est 100% digital, sans garantie personnelle. Je ne demande ni caution, ni nantissement, quoi que ce soit. Le process se fait de manière absolument transparente, c'est-à-dire ça vous prend à peu près 5 minutes pour vous inscrire sur mon site. Vous faites donc ce qu'on appelle votre KYC, c'est-à-dire vous soumettez les documents nécessaires à la création du compte de manière digitale. Je vous donne une réponse dans la journée, vous vous financez dans les 48 heures. Donc pour un premier client chez nous, inscription dans la journée, financement en général dans les 48 heures. Un client récurrent se finance dans la même journée. Et pour faire ça, donc nous on a monté donc à côté de FinexCap une société de gestion, 2 minutes, une société de gestion de portefeuille qui nous permettent de gérer l'économie réelle, c'est-à-dire de financer enfin les TPE, les PME. Donc ça, je vais passer un peu sur notre stratégie, mais le principe, c'est de rendre ce financement accessible dans votre quotidien. Donc on propose FinexCap directement depuis vos logiciels de comptabilité, vos logiciels de facturation électronique ou des places de marché B2B. Par exemple, on travaille avec Sage, on travaille je suis avec convaincu. CGDIM. Voilà. Moi, je suis convaincu. T'es convaincu? Donc, je vais venir te voir au déjeuner. Ok, ça marche. Bon, On va passer la parole à Alexandre. Juste sur les chiffres. Allez, vas-y, vite. 2 chiffres sur les chiffres. Donc, FinexCap, ça fait 2 ans et demi qu'on finance les boîtes. On est numéro 1 en Europe continentale. On a plus de 1500 entreprises qui ont eu recours à nos services, contre, à nouveau, 44 000 clients chez les facteurs. Et ça fait 2 ans et demi. Donc, c'est gratuit d'essayer. Donc, vous créez un compte. Vous avez une réponse dans la journée. Avec un peu de chance, vous aurez votre trésorerie également. C'est quoi la taille minimum de facture et d'entreprise? Pour un premier client, la taille minimum de facture est 1 000 euros. Pour un client récurrent, il n'y a pas de taille minimum de facture. Nous, on finance vraiment de l'auto-entrepreneur jusqu'à la boîte cotée. Donc, on est descendu un peu en dessous des seuils d'Olivier. Le chiffre d'affaires moyen d'un de mes clients, c'est 2 millions d'euros. Alors, ça commence à 0,25% de la valeur faciale de la facture. Donc ça, c'est vraiment pour les belles boîtes. Et ça peut monter jusqu'à 4,8% de la valeur faciale de la facture. En moyenne, on est aux alentours d'1,5% de la taille de la facture. Alors, on va essayer de retrouver le fil. Bonjour à tous, Alexandre Pro, donc fondateur de Conto. Je comprends qu'il y a une pression sur le timing, donc je vais essayer d'aller très vite.
Conto, c'est le compte pro 100% en ligne. Comme vous le voyez là, donc on a avec Conto un IBAN, un compte donc classique où on peut envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde, une ou plusieurs cartes, il se trouve que c'est des Mastercard, donc qui sont liées à ce compte pour les fondateurs, les salariés de l'entreprise, enfin quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut utiliser Conto, et évidemment des applications mobiles. Tout ça pour une expérience complètement révolutionnaire par rapport à ce qu'on vit avec les banques traditionnelles. Donc ça, c'est un compte courant de banque. Exactement. Et toi, tu es une banque. Nous, on est agent d'établissement de paiement aujourd'hui. On pourra peut-être revenir sur ce que ça veut dire précisément. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est un compte courant qui permet à quelqu'un de créer sa société et ensuite de gérer sa société au quotidien, faire des virements, recevoir de l'argent en France et à l'étranger, avoir des cartes qui peuvent permettre de payer en ligne ou en physique, enfin une carte Mastercard classique et un compte avec un IBAN classique, quoi. Peut-être sur la genèse de Conto, donc je disais tout à l'heure j'ai monté une première entreprise il y a quelques années avec le même associé, Steven Avi, et on a probablement, comme certains d'entre vous dans la salle, on a été très bien surpris, évidemment je dis ça ironiquement, par la qualité de service des banques, par les outils vraiment extrêmement modernes. Je sais pas si dans la salle il y en a qui ont des petits boîtiers pour faire des virements sur Internet. Alors le petit boîtier, je ne sais pas si vous avez la même expérience que nous, mais souvent il est au bureau quand on a besoin à la maison ou l'inverse, ou alors il a plus de piles, ou alors il y a une erreur, ou alors, enfin bref, il y a toujours un truc qui ne va pas. Voilà, donc ça c'est un exemple évidemment parmi d'autres. Donc les limites, les plafonds, le conseiller qui dit je vous réponds le mardi, mais en fait le mercredi il est en formation, le jeudi il est en RTT, le vendredi il est pas là parce qu'il est malade, et en fait il répond une semaine plus tard. Enfin, bref, voilà, on a eu malheureusement beaucoup ça. Et donc on s'est dit, il faut faire quelque chose de mieux pour les petites entreprises. Et c'est comme ça qu'est né Conto. Juste 2-3 chiffres pour aller vite. On a créé la société il y a 1 an. Le service est live depuis début juillet, donc c'est plus récent que mes amis du panel. On a levé 12 millions d'euros avec 2 fonds, un fonds français qui s'appelle Alven Capital et un fonds américain qui s'appelle Valar Ventures, qui a été monté par Peter Thiel, le fondateur de PayPal. C'est aussi l'investisseur de N26, donc la banque en ligne allemande. C'est aussi l'investisseur de N26, c'est aussi l'investisseur de TransferWise, pour ceux qui connaissent. On est un peu plus d'une trentaine aujourd'hui dans l'équipe, et on a déjà un peu plus de 1000 clients. Alors nous, nos clients, c'est aussi du micro-entrepreneur, donc nouveau nom de l'auto-entrepreneur, jusqu'à des tailles de une petite centaine d'entreprises. Aujourd'hui, notre plus gros client, il doit avoir, je pense, 70 ou 80 salariés. Et notre offre, elle est très simple. C'est 9 € par mois sans engagement, accessoirement avec le premier mois gratuit. On a un compte, une carte, 20 virements SEPA inclus. Et ensuite, on a donc tous les outils Conto, notamment pour la partie comptabilité. Juste fais un petit zoom là-dessus, 1 seconde. Dès que vous faites un paiement, un virement ou un paiement par carte, vous avez une notification en temps réel. Si vous êtes au restaurant, par exemple, ou dans un taxi, vous swipez la notification, vous prenez une photo de votre reçu et ça fait la justification de la transaction en temps réel. Et ensuite, votre expert comptable, on envoie tout ça de manière automatisée par API dans le logiciel de votre expert comptable. Et il n'y a plus de galère de fin de mois pour retrouver ces justificatifs, des allers-retours interminables avec les comptables, etc. Donc il y avait vraiment en fait deux grosses peines qu'on a eu nous, qu'on a identifiées et qu'on veut résoudre avec Conto. C'est la partie bancaire au sens compte courant et toute la partie gestion comptable, rapprochement bancaire, gestion des dépenses en équipe avec des accès et des cartes pour les différentes personnes de l'entreprise, Alexandre, etc. avec tous ces avantages, tu as un cadeau spécial pour les clients de Melchior-Chassagne? Et j'ai un petit, alors effectivement on va aller plus vite, hop, voilà, et si vous voulez essayer Conto pendant quelques mois, avec ce code-là, vous pourrez essayer gratuitement pendant 6 mois. Bon, je crois que c'est extrêmement important de comprendre que là, vous avez déjà 2 gros morceaux du métier bancaire que vous avez vu, donc le financement court terme, la trésorerie, le financement un peu plus projet long terme, et puis la gestion du compte courant, la vie de l'argent de tous les jours de votre entreprise. Donc, avec la nouveauté des fintechs, c'est que vous allez rarement avoir une fintech qui vous propose tous les services financiers que vous proposez la banque classique,
Mais c'est l'avantage de son inconvénient, puisque ce qu'on reproche aux banques classiques, c'était la vente forcée, comme le rappelait Olivier tout à l'heure. Donc aujourd'hui, vous pouvez au choix acheter un compte courant chez Alexandre ou chez Pro, un crédit long terme chez Olivier ou chez Goa, et un crédit court terme chez Cédric ou Finexcap. Et bon, Yvan, toi, tu es un peu bizarre, parce que tu fais pas de banque, toi. Je fais pas de banque. Qu'est-ce que tu fais là, alors? Alors, je vais vous expliquer, avec ta permission, je vais étendre un petit peu 3 minutes. Étendre la définition de la partie FinTech. Et avant de commencer, puisque j'avais eu l'occasion de présenter mon ancienne société l'année dernière au séminaire Melsion, qui s'appelait Better, pour lequel j'avais été un intrapreneur pour ma deuxième fois consécutive dans un groupe comptable et essayer de faire une disruption de la partie comptabilité. J'ai tellement réussi que finalement ils ont décidé de stopper cette innovation et cette disruption et je me suis lancé donc cette fois-ci en retrouvant mon indépendance d'entrepreneur cette fois-ci pour créer Global FinTech Platform. Donc pendant cette expérience qui était better.com, effectivement, on avait créé un peu à l'instar de Conto une néobanque pour les entrepreneurs. L'identification du pain, c'était effectivement celui-là. Mais on avait touché également donc, tout ce qui était legal tech avec l'immatriculation de sociétés en quelques minutes avec la possibilité d'émettre une première facture 9 minutes après. Mais également aussi la partie RegTech. Et on a beaucoup travaillé avec Bercy, donc la partie des lobbying de ce qu'on a vu ce matin, effectivement un poids essentiel, puisque l'émergence de ces fintech, finalement, c'est quoi? C'est une exception que le gouvernement a pu donner au niveau européen et au niveau français, et donc qui va donner aussi beaucoup d'innovations, notamment sur la partie DSP2, pour tout ce qui est paiement pour compte de. Donc le point sur la genèse de ce projet, on a identifié avec l'intersection de cette fintech au sens large, legal tech, regtech, accounting tech pour la compta. Bref, ça fait beaucoup de technologie et effectivement, n'étant pas banquier, je suis plus côté tech, comme tu as pu le remarquer. On a créé donc Global FinTech Platform. C'est quoi? C'est une plateforme qui regroupe l'ensemble de ces techs, justement, pour pouvoir créer n'importe quel outil en ligne, que ce soit de l'assurantiel, de l'assurance crédit, de la facturage, de la banque, mais également de la comptabilité ou du légal. Finalement, l'ensemble de ces ADN, on retrouve finalement toujours la même chose. On a imaginé cette plateforme, grâce à notre expérience précédente, pour pouvoir la faire totalement scalable, donc disponible sur la partie internationale, et on l'a fait à l'instar de ce que devrait être l'Open API des banques, c'est-à-dire totalement APIsable. Et donc, on a lancé une série d'API qui permettent de simuler finalement l'ensemble de ces métiers et de les appréhender de manière différente pour permettre l'innovation. Donc, on s'adresse aux entreprises, grandes entreprises, ou aux startups, ou des gens qui souhaitent développer quelque chose et ne pas réinventer la totalité de la roue. Donc ça, c'est un API service. Comme exemple, on peut donner le KYC, on le fait pour des opérateurs de la FinTech. KYC, ça veut dire Know Your Customer. C'est Donc, une obligation réglementaire pour tous les établissements financiers depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années que ça se développe beaucoup. Et c'est devenu particulièrement raide depuis une quinzaine d'années. Et avec TracFin, le terrorisme, etc., ça s'est complexifié et la technologie a progressé également. Donc à la fois sur la partie API service, mais également sur la partie API technique, on va permettre de faire des choses totalement automatisées, donc par exemple le KYC, avec l'automatisation et la lecture de l'ensemble des pièces. Ça peut être des pièces comptables comme des factures, ça peut être des pièces comme des justificatifs de domicile, mais ça peut être des pièces comme des contrats. Et finalement, on a travaillé une intelligence artificielle au niveau de ce qu'on appelle l'OCR, la détection avec une méthode auto-apprenant de factures ou de passeport ou de pièces d'identité pour aller contrôler et faire finalement le travail d'un humain en termes de contrôle et le faire mieux parce qu'on va pouvoir le contrôler aussi sur la partie internationale. Donc ça, c'est la partie API service. Sur la partie, je vais passer rapidement pour donner un exemple. Donc on intervient à la fois sur la partie, on va dire, interface. Pardon ? Pas d'exemple. Très rapidement. API service, API technique ou interface. Je vais passer la démo alors des interfaces, mais on a travaillé finalement toute la chaîne comptable de clients, contrats, jusqu'à facture pour automatiser l'ensemble de ces process et qu'on met à disposition donc sur la forme d'idéaton pour les grands groupes
ou bien d'exécution avec un système clé en main pour des groupes qui souhaiteraient rattraper leur retard au niveau digital et faire jusqu'à la signature électronique de contrats ou ce genre de choses. Donc voilà. Merci bien. Ce que nous voulions vous montrer aujourd'hui avec Melchior Chassagne, c'était que le monde bancaire tel que vous l'avez connu depuis que vous avez démarré votre activité entrepreneuriale est probablement en train de changer assez violemment. Et qu'aujourd'hui, la création d'entreprises de services financiers est devenue quelque chose de réellement tout à fait sérieux. Je me suis rendu compte que, avec mes différentes expériences entrepreneuriales personnelles ou celles que j'ai accompagnées, qu'aujourd'hui, en gros, pour créer une banque, c'est moins de 10 millions d'euros et moins d'1 an. Donc vous devez avoir ça en tête. Donc il y a un monde monopoliste, cartellisé de banques qui essaie de vous faire croire que c'est très très compliqué, etc. Et puis il y a un monde entrepreneurial partout en Europe, notamment à Paris, à Londres, à Berlin, où on voit émerger des gens qui, avec quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, vont être capables de monter un établissement financier qui va être orienté sur la réponse à un de vos problèmes, et non pas dépenser des centaines de millions d'euros pour résoudre les problèmes internes des banques. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et je vous demande de jeter un œil sur ce que ça peut vous apporter à vous en termes de meilleure qualité de service, plus grande rapidité, ou simplement moins cher. Moi, je suis dans une banque où quand je fais un virement Internet, ça me coûte 22 centimes. Quand je fais un virement par téléphone, c'est gratuit. Je pense que cette banque-là a un problème de facturation, mais je ne donnerai pas son nom. J'ai une question, on a parlé de beaucoup de besoins des entrepreneurs. Il y en a un dont on n'a pas parlé, parce que en particulier quand on emprunte, souvent on vous demande une assurance. Et la France est très spécifique là-dedans. Il y a plein de pays où on peut emprunter sans assurance, surtout quand on met son appart au clou, enfin des trucs comme ça. En France, même quand on met l'actif au clou, il faut quand même une assurance vie. Et même si ce n'est pas obligatoire de par la loi, on vous le demande. Est-ce que c'est un problème que vous avez adressé, ou vous connaissez quelqu'un qui s'en... Alors, quand vous parlez, alors je pense que c'est une petite erreur juste de définition. C'est pas une assurance vie qu'on vous demande, c'est une assurance décès ou invalidité. Voilà, non, mais c'est parce que l'assurance vie peut être donnée comme une garantie, mais on parle d'assurance décès ou invalidité. Donc je pense que c'est ça effectivement pour reformuler la question. Le point, c'est oui, on l'adresse comment? On l'adresse en assumant ce risque, c'est-à-dire que quand vous venez, j'ai pas eu le temps de le préciser, par exemple chez Lendix emprunté, vous n'avez pas d'assurance. Donc le taux, vraiment le taux, point barre. Il n'y a pas d'assurance, et puis surtout, vous savez, les assurances, c'est la magie, c'est qu'on vous compare des choses non comparables. C'est-à-dire que votre taux, il est sur le capital emprunté. Bien sûr, vous payez vos intérêts sur le capital restant dû. Pas faire trop de technique, mais ça, vous l'avez tous compris en tant que les bases de maths phi. À l'inverse, comme par hasard, l'assurance, souvent, elle est sur le capital emprunté initialement aussi. Donc là, il y a une légère petite arnaque qui fait que quand effectivement ça peut coûter beaucoup plus cher. Voilà. Donc ça, typiquement, ça fait partie des choses. Il y a un moment, quand vous prêtez de l'argent, la diversification, vous l'obtenez par, la protection contre le risque, vous l'obtenez par la diversification. Donc vous n'avez pas besoin de demander une assurance supplémentaire. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir.